Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Entre deux, 100% consacrée au basket féminin, émission hebdomadaire tous les lundis à 19 heures sur WeBasket TV, la page Facebook de WeBasket TV, le YouTube de WeBasket TV et le site internet www.webasket.tv. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler de l'Euroleague, de l'Eurocup, c'était les 16e de finale, de la Ligue 2, il y a eu une journée de Ligue 2, mais il n'y a pas eu de journée de LFB en préparation du TQO, dont nous allons parler largement dans cet épisode, et nous finirons avec quelques infos et brèves du mercato. Allez, c'est parti, on y va, on commence par l'Euroleague. Que s'est-il passé cette semaine en Euroleague? C'était la 12e journée. Donc on n'est plus qu'à 2 journées de la fin de la saison régulière d'Euroleague. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé donc au niveau des résultats. Dans le groupe A, l'USK Prague est allé gagner à Nadezhda Orenbourg. Ekaterinbourg a sans surprise battu TTT Riga sur un score de 20 points d'écart. Bourges est allé gagner à Čukurova, victoire importante, 88-50. Et ça s'est joué à peu de choses pour les Castors de Brenne face au Reyer Venise, mais défaite à Charleroi pour les Brennoises sur le score de 58-61. Dans le groupe B, Kursk s'est refait la cerise en battant Gérone sur le score de 76-64. Sopron est allé gagner à Gdynia, 77-67, 10 points d'écart. Le choc, et c'était un match exceptionnel en intensité jusqu'à la toute fin, le choc franco-français entre LDLC Asvel féminin et le BLMA, l'équipe de Latte Montpellier. Victoire d'un point, 78-77. Dans les tout derniers instants du match, ça s'est décidé. Voilà, c'est comme ça, c'est souvent comme ça le basket. Victoire des Lyonnaises. Et dans le dernier match, Fenerbahçe est allé gagner sur le terrain de Famila Schio, l'équipe de Pierre Vincent et Sandrine Gruda. Qu'est-ce que ça nous donne au classement? Et quels enseignements on va déjà pouvoir tirer de cette 12e journée? Eh bien, dans le groupe A, tout ce qu'on peut dire, c'est que Ekaterinbourg est sûr de terminer premier et que Prague est sûr de terminer deuxième. Ça y est, c'est fait. Il y a... Ah non, pas tout à fait. Il n'y a qu'une seule victoire d'écart. C'est vrai que s'il y avait deux victoires de Prague et 2 défaites d'Ekaterinbourg, ce serait Prague qui serait premier. Excusez-moi. Mais en tout cas, ces deux équipes-là sont sûres de figurer aux 2 premières places. Ça, c'est sûr. On a 2 autres équipes qui sont Bourges et Nadezhda Orenbourg qui sont sûres de figurer aux 2 places suivantes. Mais dans quel ordre? Pour l'instant, ballottage favorable aux Berruyères, mais rien n'est encore fait. Nadezhda peut toujours être 3e. Et ensuite, on a un groupe de 4 équipes, c'était déjà le cas la dernière fois, qui étaient sûres de ne pas être en quart de finale, mais qui continuent de se battre pour les 2 petits accessites à l'Eurocup, au quart de finale d'Eurocup, la 5e et la 6e place. Donc là, ballottage favorable pour Reyer Venise et TTT Riga. Mais on verra, il y a des matchs derrière, il y a un scénario qui pourrait permettre au Castor Brenne d'être qualifié dès la prochaine journée pour l'Eurocoupe. Dans le groupe B, c'est toujours très très serré. Fenerbahçe, là, est sûr de finir premier, puisque vous voyez, il y a un différentiel de 3 victoires entre Fenerbahçe, l'équipe de Alina Yagupova, et les poursuivants qui sont le BLMA et Famila Schio, qui n'ont que 7 victoires contre 10 pour Fenerbahçe. Mais là encore, rien n'est fait pour les places suivantes, puisque nous avons Sopron à 6 victoires, LDLC Asvel féminin à 6 victoires, et même Kursk à 5 victoires, qui peuvent encore prétendre aux 4 premières places, et même Gérone dans une moindre mesure. Enfin, il faudrait un scénario quand même assez exceptionnel pour que Gérone puisse être en quart de finale. Et seul Gdynia est finalement mathématiquement sûr d'être éliminé des quarts de finale. Et là encore, il y aura une course à la 5e et à la 6e place dans le groupe B. Qu'est-ce qui nous attend lors de la 13e journée d'Euroleague? Alors ça se passera le 19 février, mercredi 19 février et jeudi 20 février. Et là, voilà, en cas de victoire, je vous parle tout de suite du scénario qui pourrait qualifier les Brennoises pour l'Eurocup. En cas de victoire du Castor Brenne sur le terrain de Čukurova qui a quand même un peu lâché cette compétition, qui perd tous ses matchs en ce moment. Donc c'est vraiment possible. Et de victoire combinée
de Nadezhda Orenbourg sur le terrain de TTT Riga, eh bien Castor Brenne serait assuré de jouer à l'Eurocoupe, notamment parce que les Castors, même en ayant perdu à domicile face à Venise, ont l'avantage du point avérage face à l'équipe de Venise. Et voilà, par le calcul des victoires et des défaites, ça ferait que, avec cette combinaison de deux scores, quel que soit finalement le résultat de Venise, ça permettrait aux Castors d'être qualifiés en Eurocoupe. Sur les deux autres matchs, finalement, c'est des matchs un petit peu sans enjeu. En tout cas, enfin non, pas tout à fait. Il y a encore un enjeu effectivement pour Tango Bourges de figurer à la 3e place plutôt qu'à la 4e place. Mais on va recevoir l'Ogre Ekaterinbourg qui est déjà sûr d'être qualifié mais qui n'est pas encore sûr d'être premier. Et Prague va recevoir Reyer Venise. Pour cette 13e journée dans le groupe B, Fenerbahçe va recevoir le BLMA. Match compliqué pour le BLMA. Et là, les victoires vont commencer à être très 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 précieuses. C'est vraiment le money time de l'Euroleague. L'Asvel se déplace à Gdynia en Pologne. C'est vraiment là aussi une opportunité d'aller gagner chez l'équipe qui est la moins bien classée dans ce groupe B. Sopron va recevoir Kursk et Gérone va recevoir Familaskio. Qu'est-ce que ça a donné? Tiens, j'ai oublié de le mettre un petit peu avant. D'habitude, je le mets un petit peu avant. Qu'est-ce que ça a donné au niveau du 5 majeur de cette 13e journée d'Euroleague? D'ailleurs, c'est pas la 13e journée, du coup, c'était la 12e journée. Hop, c'est parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, 12e journée. Balintova, la joueuse d'Arka Gdynia, et Epiphany Prince, la joueuse de Dynamo Kursk. Voilà, sont le backcourt de ce 5 majeur de l'Euroleague. Et nous avons des habitués, Alyssa Thomas et Brittney Griner sur le front de courte. Alyssa Thomas de Prague, de l'USK Prague, et Brittney Griner d'Ekaterinbourg. Et Iliana Rupert qui fait son apparition. Et j'ai vu que la FIBA avait organisé un vote pour la MVP de cette journée. Je pense qu'ils le font à chaque fois et c'est Iliana Rupert qui a largement remporté ce vote de MVP. J'imagine qu'il y a beaucoup de supporters verrouillés qui sont allés voter. Donc la prochaine journée, on l'a vu et on va passer maintenant à l'Eurocup. L'Eurocup qui concernait deux équipes françaises. Alors voici tous les 16e de finale, match aller et match retour. Vous avez les matchs aller à gauche et les matchs retour à droite. Dans la confrontation entre Valence et Nice, c'est Valence qui sort vainqueur sur l'ensemble des deux matchs. Les Flammes Carolo évitent le piège de Besiktas, Besiktas qui, ayant été battu au match aller par La Roche-Vendée au tour précédent, a réussi à aller gagner sur le terrain de La Roche-Vendée pour se qualifier. Mais là, elles n'ont pas réussi à répéter cette performance, les joueuses du Besiktas, et les Flammes Carolo ont évité le piège en confortant leur victoire acquise en Turquie par un match retour et une victoire 86-72. Polkovice se qualifie également aux dépens de MBA Moscou sur l'ensemble des deux matchs. Basketland qui avait perdu de 14 points au match aller, a gagné de 31 points au match retour. Basketland a assuré, Basketland a fait une grosse remontada et se qualifie donc pour les 8e de finale de cette Eurocoupe en compagnie des Flammes Carolo. La confrontation entre Guernica et Shakhtar a tourné à l'avantage des Espagnols de Guernica. Orman Genklik se sort des griffes de l'Olympiakos. Orman Genklik, on va les retrouver tout à l'heure. Je vais vous en parler juste après. Spartak Moscou a éliminé AT. Et puis Perfumerías Avenida Salamanque a éliminé Bydgoszcz. Qu'est-ce que ça nous donne en 8e de finale? Parce que les tirages ont eu lieu. Et nous avons Orman Genklik, qui est l'équipe d'Ankara en Turquie, qui va recevoir Basketland. Attention, Orman Genklik, c'est 2e du championnat turc. Équipe très en forme, c'est pas une équipe d'Euroleague cette saison, mais il y a Courtney Paris notamment, une joueuse qui a longtemps évolué en Euroleague, qui joue à Genklik. Ce sera pas évident pour les joueuses de Julie Barrel. Valence va se déplacer à Guernica. Alors là, on va avoir un derby espagnol en 8e de finale. Le Spartak va recevoir Perfumerías Avenida, le Spartak de Moscou. Et on a une belle confrontation également entre Polkovice et les Flammes Carolo. Vous voyez, vous avez les matchs aller ici et les matchs retour ici. Donc les matchs aller auront lieu le 19 février, mercredi, pour notamment Orman Genklik face à Basketland. Et le jeudi 20 février pour Polkovice face
au Flamme Carolo Basket. Et au match retour, ce sera une semaine plus tard, hein, le 26 et le 27. Et donc ce sera le retour d'Anna Maria Philippe, voilà, dans la salle des Flammes Carolo, la Caisse d'épargne Arena, ancienne joueuse des Flammes Carolo qui évolue aujourd'hui à Polkovic. Et allez, on passe au sujet suivant, c'est la Ligue 2. Il y avait de la Ligue 2 ce week-end. Au niveau de la Ligue 2, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y avait le match au sommet d'ailleurs. D'ailleurs, le match au sommet, il est tout en bas ici de votre écran. Entre les deux leaders, victoire de 2 points d'Aulnoy-Emery sur le terrain de Reims, 70 à 68. Et Aulnoy redevient à nouveau seul leader de cette Ligue 2. Au niveau des autres matchs, le Pôle France a perdu sur son terrain face à Mondeville, 55-71. Montbrison a battu Chartres, 81-62. Montbrison qui n'allait pas très bien et qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives. La Tronche-Mélan a été défait sur son terrain par Angers, 70-81. Strasbourg a battu nettement Rezé, 80-53. Et Toulouse a battu Calais, 67-53. Qu'est-ce que ça nous donne au classement? Comme je vous l'ai dit, Aulnoy est seul en tête avec 11 victoires. Suivent 2 équipes à 10 victoires, Reims et Toulouse. Angers seul 4e avec 9 victoires. Mondeville 5e avec 8 victoires. Strasbourg 6e avec 7 victoires. Nous avons 2 équipes à 6 victoires qui venaient juste de se rencontrer, Montbrison et Chartres. La Tronche-Mélan toujours 9e avec 5 victoires. Calais 10e, 3 victoires. Rezé 11e avec 2 victoires. Et le Pôle France toujours lanterne rouge avec une seule victoire. Qu'est-ce qui nous attend lors de la 14e journée? Alors là, du coup, la Ligue 2 a rattrapé la Ligue féminine de basket au nombre de journées jouées. On sera toujours donc au 14 février, donc c'est dans 2 semaines à peu près. Hein, voilà, on sort tout juste du week-end. Dans à peu près 2 semaines, on aura la 14e journée de Ligue 2 et aussi la 14e journée de Ligue féminine. J'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Angers va recevoir le Pôle France, Aulnoy recevra la Tronche-Mélan. Rezé accueillera Montbrison, ce sera Chartres-Reims, Mondeville-Toulouse et Calais-Strasbourg. Allez, on passe au sujet suivant, gros sujet, c'est le sujet de la semaine, puisque cette semaine aura lieu le TQO, le tournoi de qualification olympique. Vous voyez, ça concerne beaucoup d'équipes, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, le Mozambique, le Nigeria, Porto Rico, la Serbie, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suède et les États-Unis qui vont convoquer une grosse équipe, hein, les États-Unis, même si ils sont sûrs d'être qualifiés. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne au niveau des groupes? Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un groupe qui devait se déplacer en Chine, à Fossan, et en fait, coronavirus oblige, ce tournoi a été délocalisé à Belgrade. Donc c'était le groupe de la Corée, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, soit dit en passant, un groupe très compliqué, parce que la Corée, soi-disant l'équipe la plus faible, n'est pas une petite équipe, c'est vraiment une assez bonne équipe. La Chine, c'est dangereux, la Grande-Bretagne, ça monte en puissance, on l'a vu au dernier Euro. Donc groupe assez compliqué pour l'Espagne. Malheur aux perdants. En théorie, ça devrait être la Corée, mais ce n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau du groupe de stand? Là aussi, c'est pas un cadeau pour la Belgique en fait. La Belgique va recevoir ce groupe. Alors à savoir, dans tous les groupes, il n'y a qu'une seule équipe éliminée. Mais le Japon, ni le Japon ni les États-Unis ne peuvent être éliminés puisqu'ils sont qualifiés d'office en qualité de pays organisateur pour le Japon et en qualité de champion du monde pour les États-Unis. Donc vous voyez dans le groupe, finalement dans le groupe de la Belgique, il va falloir se débarrasser de la Suède qui avait fait un bon parcours avec François Gomez à sa tête lors de l'Euro, le Japon déjà qualifié, et le Canada, grosse équipe le Canada, attention, hein, c'est vraiment une très très bonne équipe qui avait d'ailleurs battu l'équipe de France au championnat du monde. Donc groupe assez compliqué pour nos amis belges. On va aller retourner voir le premier groupe. Là, sur le premier groupe, c'est un groupe beaucoup plus ouvert. Et puis finalement, les USA et la Serbie semblent tout à fait en sécurité. Les USA sont déjà qualifiés en plus. Et il semblerait que la bataille se ferait entre les 2 équipes africaines, Nigeria et Mozambique. Attention tout de même, Mozambique assez surprenant, hein, d'ailleurs, sur ses dernières prestations, qui a sorti le Sénégal notamment, en pré-qualification de tournoi olympique. Et le groupe qui nous concerne directement, nous, les Français, c'est un groupe avec l'équipe de France, bien entendu, Porto Rico, le Brésil et l'Australie. Allez, on va se pencher un tout petit peu plus précisément sur ce TQO franco-français qui va se dérouler à Bourges et se réjouir quand même de
de la diffusion télévisuelle de l'ensemble du tournoi sur les chaînes françaises. Donc on aura le jeudi 6 février France-Australie à 20h30 sur Canal Plus Sport. Le samedi 8 février à 20h30 France-Brésil sur Canal Plus Sport et sur W9. Donc là W9 chaîne gratuite en clair. Et dimanche 9 février, on finira à 16h30 par France-Porto Rico. Espérons que ce ne soit pas le match de la peur. Espérons que l'équipe de France aura déjà engrangé 1 ou 2 victoires et sera parfaitement en sécurité. Ce match sera diffusé à 16h30 sur Canal Plus Sport. Voilà, petit clin d'œil à la Caisse d'épargne, un sponsor qui s'investit pas mal dans le basket et qui a fait cette petite infographie. Équipe de France. Qu'est-ce que ça donne l'équipe de France qui va participer au TQO? Je vous ai fait un petit détail, restez concentrés. Je vais vous dire tout ça un peu oralement aussi. Donc l'équipe de France est 5e au Power Ranking de la FIBA. C'est un classement qui est fait en fonction des résultats de chaque équipe nationale. Valérie Garnier a convoqué 14 joueuses pour la préparation de ce TQO et ne retiendra que 12 joueuses pour la participation à ce tournoi. Voici les joueuses. Alors on a 3 postes 1, on a 3 meneuses de métier. Olivia Epoupa, 25 ans, 1m65, déjà 86 sélections pour Olivia Epoupa, qui évolue au Canberra Capitals. Vous verrez, on en parlera un tout petit peu après, parce qu'on va parler de l'Australie après. Canberra Capitals, c'est en Australie. C'est l'équipe de la capitale de l'Australie, Canberra. Canberra est la capitale de l'Australie. Nous avons également Alix Duché, poste 1 aussi, 22 ans, 1m63, 16 sélections, qui évolue à Montpellier. Marine Fotoux, poste 1, 19 ans, 1m73, déjà 13 sélections pour Marine Fotoux, la joueuse du TGB de Tarbes. La franco-américaine Bria Hartley, qui évolue elle plus sur un poste combo guard, comme on dit, sur les postes de meneuse et d'arrière. Elle a 27 ans, elle mesure 1m76, 14 sélections à son compteur. Elle joue au Galatasaray en Europe et en WNBA au New York Liberty, dans la même équipe que la joueuse suivante, Marine Johannes, poste 2, 25 ans, 1m77, déjà 72 sélections pour Marine Johannes, la joueuse de Lasvel et du New York Liberty aux États-Unis. Sarah Michel, poste 2, 31 ans, 1m80, une des taulières de l'équipe de France qui n'a pas pu participer au dernier Euro pour cause de blessure. 79 sélections, la joueuse de Bourges, très importante, on le voit assez récemment, elle est très en forme, Sarah Michel, elle est très importante pour l'équipe de Bourges. Magali Mendy qui a fait son apparition tardivement au niveau international, mais qui confirme notamment dans son équipe de Gérone que c'est elle la taulière, c'est vraiment la leader d'attaque de l'équipe de Gérone. Poste 2-3, 30 ans, 1m75, 2 sélections uniquement, mais peut-être un petit peu plus. Valériane Vukosavljevic, Valériane Ayaï, poste 3, 25 ans, 1m85, sans sélection. Rappelez-vous, on avait fêté sa 100e sélection lors des matchs amicaux face à l'Espagne. La joueuse de l'USK Prague, toujours très très précieuse à l'équipe de France. Quand elle est en forme, ça peut être vraiment très très décisif. Diandra Tchatchouang, la poste 3 de 29 ans, du BLMA, 1m89 et déjà 84 sélections aussi pour Diandra Tchatchouang. La capitaine Andy Miem, poste 4, 31 ans, 1m88, 208 sélections et qui évolue cette saison au Flamme Carolo Basket Ardennes. Alexia Chartereau qui s'impose vraiment comme une des meilleures joueuses européennes à son poste, au poste 4, 21 ans, 1m91, déjà 47 sélections à 21 ans. Donc poste 4 de l'équipe du Tango Bourges Basket. La grande Sandrine Gruda, poste 4-5, 32 ans, 1m97, 190 sélections, très proche des 200 sélections. Sandrine Gruda, la joueuse de Skio. Et nous avons 2 postes 5 purs. Elena Siak, 30 ans, 1m97, 91 sélections, la joueuse de l'Asvel. Et Iliana Rupert, poste 5, 18 ans. Encore très jeune, Iliana Rupert, elle avait 17 ans lors de l'Euro. 1m94, 13 sélections déjà. La joueuse, l'intérieur de Bourges, que l'on a vu là, à 18 ans, déjà dans le 5 majeur d'une journée d'Euroleague. C'est très 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 intéressant ça. Très très intéressant. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, d'après vous, quelles sont les 2 joueuses qui sont vraiment susceptibles de quitter ce groupe?
Alors peut-être une meneuse, je vois qu'on a 3 meneuses, même 4 si on considère Bria Hartley, hein, qui peut mener à certains moments vraiment le jeu de l'équipe de France pendant les matchs. Voilà, dites-moi quelles sont les 2 joueuses qui devraient selon vous sortir du groupe. Peut-être, est-ce que Magali Madi va faire les frais de son manque d'expérience en équipe de France? Elle a uniquement 2 sélections, c'est la joueuse qui a le moins de sélections en équipe de France. Moi, je serais très curieux de la voir jouer vraiment dans les matchs de compétition. C'est un percuteur offensif, Magali Mendy, très très intéressant, et on le voit en Euroleague encore cette année. Quelles sont les 2 joueuses Quelles sont les 2 joueuses qui sont susceptibles de quitter ce groupe d'après vous? Dites-moi aussi, quelles sont les joueuses qui manquent? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une joueuse qui aurait été vraiment très intéressante d'avoir dans cette équipe de France et dans ce TQO? J'attends vos commentaires. On va passer, toujours dans le sujet du TQO, à un petit focus. Focus sur l'Australie, parce que quand même, dans notre groupe, on a la 2e meilleure équipe du monde, en tout cas au ranking FIBA, et puis c'est tout simplement l'équipe qui est vice-championne du monde, qui a été battue donc en 2018 par les États-Unis en finale à Tenerife. Et puis rappelons-nous qu'elle nous avait battus en 2016. Hein. L'équipe de France était dans le même groupe que l'Australie. Et c'est Penny Taylor qui nous avait mis 31 points et on avait subi une défaite de 89 à 71. Ce qui était absolument pas honteux. Hein. Cette équipe d'Australie avait été très forte. Elles ont déjà leurs 12 sélectionnés pour le TQO. Là, c'est la liste définitive. Et puis, il faut savoir qu'elles parcourent quand même 15 000 km, puisque si vous prenez un globe terrestre, vous pourrez regarder que entre la France et l'Australie, on passe quasiment par le centre du monde. Hein. C'est vraiment complètement à l'opposé du globe. Donc 15 000 km à faire pour ces joueuses, et aussi pour Olivia Epoupa, qui joue en Australie. Et d'ailleurs, on va retrouver plusieurs de ses coéquipiers en club. Petit focus, même chose, je vous les ai classés au niveau des postes. Et petit focus sur Lelani Mitchell, poste 1 de 34 ans, 1m65, qui joue à Southside Flyers. Donc c'est une équipe de la banlieue de Melbourne, je crois, et qui joue aussi au Phoenix Mercury. Et cette année au Phoenix Mercury, elle a vraiment réalisé la meilleure saison de sa carrière en WNBA, et elle a même été élue MIP, Most Improved Player, c'est-à-dire meilleure progression de l'année, à 34 ans. Lelani Mitchell, l'ancienne pensionnaire qui est restée 4 saisons à Arras et qui a vraiment marqué de son empreinte l'histoire de ce club, donc qu'on connaît bien en France, et elle tournait là à près de 13 points et 4 passes décisives en WNBA. Je serais très curieux de voir ce qu'elle va donner face à l'équipe de France. Elle était déjà présente dans l'équipe qui avait battu l'équipe de France en 2016. Nous avons Nicole Sickam, une poste 2, enfin voilà, ce qu'ils appellent guard, effectivement, pour les équipes un peu américanisées comme l'est fortement l'Australie. Il n'y a pas beaucoup de vrais postes 1, comme les Lelani Mitchell, c'est souvent des guards qui sont des combo guards qui jouent sur les 2 postes arrière, le poste de meneuse et le poste d'arrière. Donc Nicole Sickam, poste de 27 ans, Adelaide Lightning, 1m80. Katiré Ebzeri, poste 2, 30 ans, 1m78, Perth Lynx. Donc elles jouent toutes les 3 pour le moment en Australie. Il y a beaucoup de joueuses australiennes qui jouent en Australie, donc ça prouve aussi que le championnat australien est relativement fort, en tout cas économiquement, pour faire venir jouer son équipe nationale. Jenna Ohi, poste 2-3, 32 ans, 1m85. Elle joue aussi au Southside Flyers avec Lelani Mitchell, mais elle est passée aussi à Arras avec Lelani Mitchell dans la saison 2008-2009, et à Montpellier 2 saisons entre 2014 et 2016, donc c'est une joueuse qu'on connaît bien. Stéphanie Talbot, on la connaît bien aussi, parce qu'elle était passée en France également, là c'est plus récent, c'était à Mondeville en 2018, c'est une poste 2-3, 1m88, elle joue aussi à Adelaide Lightning et au Minnesota Lynx en WNBA. Rebecca Allen, on la connaît également, elle est passée par Lyon en 2017-2018, c'est une poste 3, 27 ans, 1m88, actuellement elle joue à Gdynia en Euroleague, dans l'équipe qui va affronter l'Asvel, je crois, si je me souviens bien. Hop, le match c'est effectivement Gdynia face à l'Asvel. Donc elle va rencontrer des adversaires françaises plusieurs fois.
Et il faut que je retrouve juste la page de l'équipe d'Australie. Voilà. Alors, Rebecca Allen joue à Gdynia. Elle va rencontrer son ancienne équipe d'ailleurs. Enfin, à l'époque, ça s'appelait le Lyon Basket féminin, mais elle va rencontrer le LDLC Asvel féminin. C'est une coéquipière d'ailleurs de Brian Hartley et de Marine Johannes au New York Liberty. Et un peu comme Marine Johannes cette saison au New York Liberty, c'était une joueuse qui sortait du banc et qui apportait beaucoup. Marine Johannes, rappelez-vous, elle avait fait des superbes performances au scoring, notamment à l'adresse. Et Rebecca Allen apportait également beaucoup en sortie de banc. Ça change de coach au New York Liberty la saison, en saison 2020. On verra si les cartes sont rebattues pour ces deux joueuses, notamment pour Marine Johannes et Rebecca Allen. Très bonne joueuse, Rebecca Allen, à surveiller. Lorraine Marie Nicholson, poste 3, 26 ans, 1m82. Adelaide également. Alana Smith, poste 3, 23 ans, 1m98. Phoenix Mercury. C'est une nouvelle pépite, elle a été draftée en position 8 cette saison 2019 en WNBA. Easy McBegor, c'est presque un nom écossais, mais pas tout à fait. Poste 3-4, 20 ans, très jeune, 1m93. Melbourne Boomers. Kayla George, sa coéquipière au Melbourne Boomers, qui est passée en France par Aix-en-Provence en 2012-2013 et par le Nantes Rosé Basket l'année suivante, en 2013-2014. C'est une poste 3-4, 30 ans, elle mesure 1m93. Et puis, l'une des joueuses les plus dominantes dans la raquette au monde, Liz Cambage, poste 5, 28 ans, 2m03. Elle joue en Chine. Espérons qu'elle n'ait pas contracté le moindre virus. Et elle joue également au Las Vegas Aces en WNBA. Et puis cette saison, ça tourne à près de 16 points, 8 rebonds, 1,6 contre par match. All-Star à 3 reprises, alors qu'elle n'a pas joué toutes les saisons en WNBA d'ailleurs. Donc elle a été All-Star en 2011, 2018 et 2019. Et l'an dernier, en 2018, pour la petite histoire, c'était la meilleure scoreuse en moyenne en WNBA. Et enfin, en poste 5, au poste de pivot, nous avons une joueuse qu'on connaît également en France, qui est passée 2 saisons à Bourges entre 2013 et 2015. Il s'agit de Mariana Tolo, poste 5, 30 ans, 1m96, et elle joue aux Canberra Capitals. Alors j'en ai profité. Là, vous avez toutes les joueuses. Vous voyez que l'ensemble des joueuses, sauf deux, sauf Liz Cambage qui joue en Chine, et puis Rebecca Allen qui joue à Gdynia en Pologne, toutes les joueuses sont dans le championnat domestique d'Australie, un championnat dont on ne parle jamais, et où joue Olivia Epoupa. Donc je trouve que c'est la bonne occasion pour en parler un tout petit peu, et en plus, là, comme vous voyez, je vous ai mis 15 000 km, et en plus, c'est bientôt les demi-finales. C'est-à-dire qu'elles viennent juste de terminer leur saison régulière, ça s'est terminé ce week-end. Elles ont terminé leur saison régulière ce week-end, et puis juste après le TQO, elles vont jouer les demi-finales de leur ligue. Et en fait, les équipes concernées, c'est Southside Flyers, c'est Adelaide Lightning. Alors pas Perth, ce n'est pas le cas de Perth, mais je vais vous montrer qui ça concerne, ce sera plus simple. Ici, là, en haut à gauche, vous avez le classement. Ici, plus précisément. Les Flyers sont terminés devant les Capitals et devant Melbourne Boomers et devant Adelaide Lightning. Et ces 4 équipes-là, qui ont un bilan largement positif, en fait, il y a 8 équipes dans le championnat. Je ne sais pas pourquoi, mais elles jouent 25 fois. Au lieu de se rencontrer 16 fois uniquement, il y a certains matchs qui sont doublés, peut-être des confrontations régionales, comme ça peut arriver en NBA, sur les 82 matchs. Les équipes qui sont dans votre division, vous les rencontrez plus souvent, donc là c'est peut-être la même chose. Il faut savoir que l'Australie, c'est quand même un territoire immense. Donc peut-être qu'on double un petit peu certains matchs. En tout cas, on a ces 4 équipes-là qui vont se rencontrer le 16 février, tout simplement. Voilà, dans 2 semaines, elles vont jouer le TQO, elles vont terminer dimanche, et puis le week-end suivant, elles vont jouer des demi-finales, ils appellent ça les finals. En fait, grosso modo, c'est un Final Four, mais bon, ça se joue plutôt sous forme de demi-finale. À chaque fois, donc regardez les confrontations, elles sont ici. Nous aurons d'un côté les Southside Flyers face à Adelaide Lightning, et de l'autre côté, Canberra Capitals face à Melbourne Boomers. Ça se joue en 2 victoires gagnantes, donc en 3 matchs maximum, pour les demi-finales comme pour la
finale. Et vous voyez, il y a un naming sur la WNBL, c'est Chemis Warehouse. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est bien. On voit qu'il y a quand même pas mal de ligues qui arrivent à avoir du naming. Ce serait peut-être bien d'avoir un naming sur la ligue féminine de basket. Ça pourrait rapporter un petit peu de pépette, peut-être au club, à la fédé, etc., etc. Idée à creuser. Voilà, petites infos sur le championnat australien. Championnat qui a l'air assez costaud déjà pour avoir plusieurs joueuses de son équipe nationale dans le championnat, un petit peu à l'image de ce que je fais finalement au championnat de France. Bon, équipe dangereuse, attention à l'équipe d'Australie, je reviens un petit peu sur l'écran, attention à l'équipe d'Australie, Leilani Mitchell, visiblement au summum de sa carrière, d'ailleurs elle est dans l'équipe, c'est la meneuse de l'équipe qui est leader aussi du championnat d'Australie, les Flyers. Elise Cambage, voilà, une des joueuses les plus dominantes au monde, peut-être avec Brittney Griner, la pivot la plus dominante qui soit. On va passer au tout dernier sujet, comme d'habitude, un petit sujet info et mercato. Que s'est-il passé cette semaine au niveau des infos? J'ai relevé notamment sur le site postup.fr que je salue. Je salue mes amis postup pour tout le travail qu'ils font au niveau de l'information sur le basket féminin. Je m'inspire beaucoup de ce qu'ils publient pour avoir des infos. Chelsea Gray, la joueuse des Los Angeles Sparks, une joueuse très très importante dans cette équipe de Los Angeles, va renforcer Fenerbahçe, donc ça va se faire très prochainement. C'est une meneuse arrière américaine de 27 ans, elle mesure 1m80 et elle tournait à 14,5 points, 5,9 rebonds, presque 6 avec les Sparks. L'annonce qui a été faite par le BLMA, Thibaut Petit prolonge de saison et demie jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030, waouh. Je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne. Jusqu'en 2023. Aurélie Bonan sera directrice sportive du Nantes Basket dès le 1er mai. Nouvelle nomination pour une ancienne joueuse internationale, bien connue des parquets de Ligue féminine de basket. On est très content pour elle, pour sa nomination. Et puis, rappelez-vous, c'est elle qui avait fait qui avait joué le rôle de pompier de service l'an dernier pour sauver le NRB de la relégation. Et une annonce qui a été faite, qui a été publiée dans un journal dont j'ai oublié le nom, qui est en tout cas dans la région de Lyon. Julie Allemand, la meneuse belge de 23 ans du LDLC Asvel féminin, va quitter Lyon à la fin de saison pour une destination inconnue, même si il y aurait des rumeurs qui l'envoient au BLMA de Latte Montpellier. Et puis, dernière petite chose, rappelez-vous qu'on organise en France le prochain Euro féminin conjointement avec l'Espagne, avec la fédération espagnole, et le logo est sorti, voilà, un logo en forme de coupe, grosso modo. Voilà, Eurobasket 2021, Spain, France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette émission vous a plu, eh bien, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu vers le haut. Ça m'encourage, ça permet de mieux référencer la vidéo. Je vous attends dans les commentaires, notamment pour me dire ce que vous pensez du groupe actuel de l'équipe de France. Et ça va se déterminer dans les jours prochains. Il y a 2 joueuses qui vont quitter le groupe de l'équipe de France pour n'en laisser que 12. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette équipe d'Australie. Le match aura lieu jeudi à 20h30. C'est probablement le match le plus difficile à jouer. Alors j'en ai pas parlé effectivement, il y a quand même l'équipe du Brésil, mais l'équipe du Brésil est un petit peu diminuée, notamment il y a une vraie incertitude sur la présence de Clarissa Dos Santos, il y a de bonnes joueuses, mais ça c'est pas censé représenter un danger pour l'équipe de France, et l'équipe de Porto Rico, voilà, c'est encore plus le cas, puisqu'il y a 3 ou 4 joueuses qui sont un petit peu référencées, mais les autres, il y en a beaucoup qui jouent à Porto Rico. Donc c'est une équipe qui n'est pas censée être très très forte, même plutôt faible, donc qui n'est pas du tout censé poser des problèmes à l'équipe de France. Donc le match le plus intéressant vraiment sera celui de jeudi soir face à l'Australie. Donnez-moi votre pronostic par rapport à ce match. Est-ce que la France va réussir à prendre sa revanche face à l'Australie? Je remercie les photographes à qui j'ai piqué les images. Bon, là aujourd'hui c'était beaucoup d'images de la FIBA notamment et de la Fédération française de basket, des images officielles. Bien entendu,
partagez, likez cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. Ah oui, téléchargez la vidéo Joue l'âme comme Proust si ce n'est déjà fait. Je vous mets le lien en description, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche de la vidéo. Vive le basket féminin. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.